Mademoiselles, messieurs, bonsoir. Le défi de la vérité reçoit aujourd'hui Karl Zéro, journaliste bien sûr que l'on ne présente plus. Depuis 2007, Karl a sorti plus de 130 ouvrages documentaires et émissions liés à des crimes ou encore de la pédocriminalité. Il vient de publier 1 sur 5, c'est son livre aux éditions Plomb, qui en dit long bien sûr, vous l'imaginez, sur le nombre d'enfants touchés en Europe par la pédo. Un sujet ô combien d'actualité sur lequel nous allons revenir maintenant pendant une demi-heure. Karl, bonjour. Bonjour Richard. Écoutez, on ne sait pas, on se tutoie, parce que vous avez pour habitude de tutoyer. Bon, on se tutoie d'autant qu'on se connaît, Richard, donc on va pas faire semblant de pas se connaître. Ça, c'était dans les anciennes années que les journalistes faisaient ça. En tant que présentateur télé, on se connaît, ouais. On sait que tu n'agis pas, toi, ni en tout cas par opportunisme, encore moins pour faire le buzz. Alors, qu'est-ce qui te motive réellement aujourd'hui pour te lancer dans un sujet aussi glauque ? C'est pas un sujet glauque, c'est un fléau social. C'est-à-dire qu'on a, depuis 30 ou 40 ans, minimisé, je ne sais pas pourquoi, le fait que la pédocriminalité, il faut bien dire pédocriminalité et pas pédophilie, parce que pédophilie, ça pourrait laisser croire que finalement c'est assez sympathique. Il s'agit vraiment d'un fléau social. Moi, je l'ai découvert au travers des faits divers, comme tu le disais tout à fait justement précédemment. Je me suis rendu compte que dans pas mal d'histoires, on avait des réseaux pédophiles, des réseaux pédocriminels, et que c'était couvert par la justice à chaque fois, et que nous, journalistes, quand on disait « Ah, mais là, il y a peut-être un réseau », on nous disait « Ah non, certainement pas, il s'agit d'une affaire de prédateurs isolés ». Alors, il y a des exemples, Marc Dutroux, et même, on est en train de découvrir maintenant, on est en train de travailler au moment où je te parle là-dessus, sur Michel Fourniret. Michel Fourniret, pour l'instant, dans l'idée de tout le monde, c'est un gars qui attrape des petites filles pour son travail personnel, si j'ose dire, pour les violer, pour les assassiner, et il est probable qu'en fait, il était également pourvoyeur de chair fraîche. Donc, au travers du fait divers, je me suis intéressé à ce problème des réseaux pédocriminels. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert que, bien souvent, ils allaient chercher bien leurs petites victimes au sein de ce qu'on appelait à l'époque la DAS, dans les foyers, etc. Et donc, je me suis dit, alors donc, il y a certainement des gens qui couvrent ça au sein aussi d'institutions, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'église, que ce soit, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer différentes personnes, Omer Assélier qui dirige Innocence en danger, Serge Garde qui est un ancien journaliste de l'Humanité, qui avait été le premier en France à sortir l'affaire du réseau de Zandvoort, qui a donné lieu à un documentaire qui est un des hits maintenant de YouTube que tu peux voir, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, petit à petit, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a eu l'idée d'écrire un petit livre à 3, donc avec Serge Garde et Omer Assélier et ma pomme, qui s'appelle 1 sur 5. Donc 1 sur 5, c'est le chiffre officiel du nombre d'enfants abusés sexuellement en Europe aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que c'est un fléau national, européen, international, bien entendu. C'est un phénomène bien sûr complexe qui a toujours été présent. Est-ce que tu penses, toi, réellement, que c'est Internet aujourd'hui qui l'a exacerbé ? Et puis, deuxième question en une, parce que tu as la faculté de pouvoir répondre à plusieurs questions à la fois, c'est qu'est-ce qui pousse, d'après toi, donc les parents à commettre un inceste sur les enfants ? Alors, tu parlais de l'Église, tu parlais d'autres choses, des institutions, mais il y a surtout les parents. Il y a beaucoup les parents, mais il n'y a pas que les parents. Ce qui les pousse, au fond, c'est une culture du viol qui existe depuis la nuit des temps, il faut bien le dire, puisque déjà en l'an 1000, ça existait, où il y avait avant l'esclavagisme, et il y a toujours eu cette espèce de droit de cuissage, comme ça, sur les enfants, qui venait, la plupart du temps, malheureusement, faut le dire, de la part des hommes. C'est un truc qui va de pair avec une loi du secret, une omerta absolue. Et donc, ce truc-là existe depuis toujours. Et tu penses qu'Internet l'a exacerbé un peu ou pas ? Non, il a exacerbé deux choses. Il a exacerbé à la fois la dénonciation de ce phénomène, c'est-à-dire que maintenant, il y a quand même énormément d'associations ou de sites ou de chasseurs de pédos ou de gens spécialisés là-dedans. Et il a aussi accéléré, évidemment, les échanges de fichiers pédopornographiques, de commandes qui sont faites par des personnes pour voir des images particulièrement horribles et violentes qui sont tournées par d'autres gens et qui, au passage, touchent évidemment beaucoup d'argent. C'est un système mafieux, ça rapporte largement autant que l'argent des narcos. Donc c'est te dire à quel point c'est quelque chose
qui est impressionnant. Oui, mais d'un autre côté, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment, bon, on en a parlé à travers d'autres histoires, dans d'autres milieux, bien sûr, avec tous les balance ton porc, les MeToo et tout ça. Mais c'est vrai que pour les enfants, jusqu'à présent, il n'existait quasiment rien, hein, c'est bien cela. Non, et c'est justement parce qu'il y a eu Balance ton porc et MeToo, et que ça a changé pour les femmes d'une certaine façon, dans le bon sens, qu'on s'est dit, eh ben, il faut créer un peu la même chose pour les enfants. Parce que les enfants, bah, finalement, eux, ils prennent toujours perpète, alors que les gens qui les violent, bien souvent, sont pas aux assises, ils sont en correctionnel et ils prennent 4 mois avec sursis. Et c'est ça qu'on veut essayer de changer. Mais pourquoi ils sont pas... Pardon, juste un mot là, mais pourquoi ils sont pas aux assises? Quand on vole, parce que on joue justement sur l'âge. Tu sais bien qu'il y a tout ce débat en ce moment de l'âge. Il y a une loi qui va être proposée dans quelques jours, le 21 janvier, et qui met à 13 ans l'âge où on va interdire tout rapport sexuel. Et nous, on voudrait que ce soit 15 ans, parce que pour nous, c'est l'âge de la majorité sexuelle. Et quand on prend les dernières victimes qui ont été médiatisées, eh ben, elles ont toutes bizarrement plus de 13 ans. Madame Springora avec Matzneff, c'était 14 ans. Victor, on l'appelle Victor Kouchner avec Duhamel, c'était 14 ans. Donc on voit bien que de mettre le seuil de consentement à l'âge de 13 ans, c'est une connerie. Faut le mettre à 15 ans. Et en fait, ce qu'on espère plus que tout, c'est que d'ici la fin de ce quinquennat, il y ait une vraie loi qui soit proposée. Or, en travaillant maintenant avec des politiques, suite à la publication du manifeste, je me rends compte que c'est bien compliqué parce que chaque courant, chaque parti prépare sa petite proposition de loi dans son coin au lieu d'unir leurs forces, et ça aurait vraiment de la gueule si c'était tous les partis politiques ensemble qui se mettaient d'accord sur une loi, mais après, bon, ils se tirent la bourre, c'est toujours pareil, c'est la politique, quoi. Donc j'essaye de faire l'homme qui relie les hommes ou les femmes, de façon à ce qu'il y ait un projet concret qui arrive un jour à l'Assemblée, et rapidement, parce que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Alors c'est vrai que c'est maintenant, et plus que jamais, on le voit bien avec l'affaire Duhamel, c'est une affaire super complexe. Tu as des révélations, toi, à nous faire là-dessus aujourd'hui? On est dans le défi de la vérité. Allez, dis-nous un petit truc. Non, de te dire que j'étais au courant, j'étais pas du tout au courant de ce goût étrange de Monsieur Duhamel pour son beau-fils. Les révélations, non, il n'y a pas de révélation à faire. Ça décrit juste si tu veux, là où ça tombe très très mal, c'est que le gars en question, il dirigeait Le Siècle, qui est quand même la nomenclature absolue en France. Avec ses fameux dîners qui réunissaient tout Paris, ouais. À Sciences Po, et il distribuait les bons et les mauvais points depuis des années à la radio. Il était proche de Macron, il était proche, tu vois, on sent que le mec a vachement de poids. Et que ce mec soit un pédophile, un pédocriminel, ça en dit long. Et il était aussi le Conseil constitutionnel demandait son avis. Et comme c'est justement le Conseil constitutionnel qui, quand on discute de 13 ans ou 15 ans, donne son avis, ça la fout assez mal. Parce qu'on nous dit, c'est bien beau votre loi là contre les pédocriminels, mais il faudra que le Conseil constitutionnel la valide. On est rassuré, puisqu'il n'y a plus Monsieur Duhamel qui dira son avis, tu vois. C'est ça, si je comprends bien, derrière tout ce que tu dis là, Karl, en gros, on voit qu'il y a non seulement les faits qui sont commis, mais derrière tout un système qui couvre, et c'est ça le plus grave, et c'est ce à quoi tu t'attaques aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça, il faut en finir avec cette espèce de non-dit pourri, il faut que ce soit dans les affaires, tu parlais des affaires familiales, des affaires d'inceste, ou dans les affaires de réseaux pédocriminels, ou dans les affaires de pédocriminalité sur Internet. Il faut que les responsables tombent, il faut que les choses soient dites. Dans tous les autres pays du monde, c'est dit, c'est pas un truc qu'on cache comme ça sous le boisseau lamentablement. Et il y a qu'ici qu'on fait ah non, parce que aussi malheureusement au sein de la magistrature il y a également des brebis galeuses et donc ces gens-là couvrent d'autres gens, etc. par le biais de différents lobbies, de différentes officines sur lesquelles je ne m'étendrai pas mais qu'on devine aisément et qui devraient, à l'instar de l'Église catholique, faire leur ménage, leur opération main propre, tu vois, et elles ne le font pas encore. Mais en même temps, on sent que les temps changent. On voit bien que depuis 15 jours, un mois, il est en train de se passer un truc. Et donc, il va y avoir ce mouvement MeToo des enfants. Mais c'est vrai que derrière tout cela, et d'après ce que je comprends, ce que tu dis là, il y a à la fois la consommation, je dirais, de ces enfants. Bon, le terme consommation est malheureusement un peu trivial. Et il y a également la livraison. Donc en fait, c'est tout un système pour que le grand public comprenne.
Ah, tu parles, oui, il y a bien sûr cet aspect dans l'aspect mafieux des choses. Parce que ces enfants qu'on voit sur sur des fichiers pédopornographiques, c'est des vrais enfants. Donc, ils viennent bien de quelque part. Souviens-toi qu'il y a un an, il y a eu un chiffre qui est tombé. On a dit qu'il y a eu un afflux de migrants. On a dit que 10 000 enfants migrants avaient disparu. Où veux-tu qu'ils soient? Ils tombent évidemment en premier dans les griffes de ce genre de réseau, puisqu'il s'agit de réseaux où on va faire des viols, mais aussi bien des viols de bébés. Faut le voir quand même de ses yeux, un viol de bébé. On peut, sur le papier comme ça, tu peux l'imaginer. Quand tu le vois en image et que tu imagines que des types payent pour ça, pour se branler en regardant ça, mais c'est à se flinguer. Ces gens-là, il faut pas les laisser faire. Or, ce truc-là, tu dis, ah non, mais il y a la gendarmerie travaille, il y a la cellule Pharos, dormez tranquille. Ils sont 30, il faudrait qu'ils soient 3000. Justement, comment faire, Karl, pour que vraiment, dans ce domaine-là, la peur puisse véritablement changer de camp? Il faut faire ce qu'on essaye de faire, une sorte d'électrochoc au niveau de la société, en leur faisant comprendre qu'on est face à un fléau social. On donne un bon exemple dans notre manifeste, celui de la sécurité routière. En 72, il y avait tellement de morts sur la route qu'ils se sont dit « Merde, c'est un fléau social, on va faire quelque chose ». Alors ils ont inventé diminution des vitesses, la ceinture, etc. Et tout le monde, ayant pris conscience qu'il y avait un problème, on a réussi à faire baisser drastiquement le nombre de morts. Ça veut dire que quand la société comprend qu'elle a un putain de souci et qu'elle agit, elle résout le problème. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui obtenir, c'est que les enfants, avant 15 ans, c'est non. C'est non. Il n'y a pas d'histoire. Alors, est-ce que toi, tu serais favorable à la peine de mort pour les pédocriminels? Alors, on a justement, à ce propos-là, on a un téléspectateur, c'est assez marrant, qui voulait réagir, parce que j'ai annoncé cette émission, et qui dit, en gros, c'est trop dommage de les tuer simplement. Mettons-les, ces personnes-là, en coma artificiel et faisons des expériences sur leur corps. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Non, ton téléspectateur exagère un peu. La peine de mort, je crois que c'est pas la peine de revenir en arrière. Je pense surtout qu'il n'y a pas d'études qui sont faites du tout sur la façon de soigner ces gens-là. Je me souviens que dans le cadre d'un documentaire qui était le fichier de Zandvoort dont je viens de te parler, il y avait un pédocriminel qui avait accepté de parler. Et il dit, à visage découvert, et il décrivait, il disait, moi je suis attiré par les enfants et quand je demande à être soigné, eh ben on m'envoie de service en service, on sait pas quoi faire de moi. Il y a rien qui existe réellement pour ces gens-là, parce que ces gens-là existent. Il faut qu'on les prenne en charge. Il s'agit pas de faire toujours et toujours et toujours plus de répression. En même temps, il s'agit d'en parler, de bien faire comprendre, de bien faire entrer l'idée dans la tête des gens, notamment chez eux, notamment en période de confinement comme ça, où les chiffres de pédocriminalité et d'inceste explosent littéralement, que si jamais ils touchent à l'enfant, ils vont avoir de graves problèmes. Donc il est important que la plupart de ces gens-là se retrouvent aux assises pour prendre 10 ans de prison. Je ne demande pas qu'on les tue, mais pas 4 mois de prison avec obligation de voir un psy qui va voir une fois par an, ils boivent un petit pastis ensemble, alors t'es toujours pédo, bah ouais, et puis ils rentrent chez toi, tu vois, parce que ça, dans la réalité ça se passe comme ça. Mais au-delà de ça, alors toi tu parles de la répression d'un côté, il y a également un problème de formation de l'autre. À ce niveau-là, alors j'ai vu sur une émission, je crois concurrente, que tu disais qu'il fallait développer véritablement le porno, notamment à l'école, former davantage les jeunes, diffuser des scènes de sodomie. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça fait beaucoup jaser sur la toile. Alors j'ose plus rien dire parce que je m'en suis pris plein la tête parce que j'ai dit ça, je me suis sans doute mal exprimé ce jour-là. J'étais un peu emporté par mon élan. Ce que je disais, c'est qu'il n'était pas normal de laisser au site pornographique faire l'éducation sexuelle de nos enfants. Parce que dans la réalité, c'est exactement ça qui se produit. C'est-à-dire que les enfants maintenant ont un portable dès l'âge de 8 ou 9 ans, ils n'ont pas un portable à 14 ans, on n'est plus en 1995. Et donc, ils découvrent, évidemment, il y a toujours un copain, hey, regarde ça, c'est incroyable et tout, machin, et leur sexualité va naître comme ça dans leur tête, et ils vont se dire que donc, alors j'avais parlé de sodomie, etc., parce que qu'est-ce qu'ils vont se montrer, évidemment? Ils vont pas se montrer les aventures de Paul et Virginie, ils se montrent méga black, qui sodomisent, machin, bon.
Dans la tête d'un enfant, t'imagines ce que ça fait? C'est la bombe Hiroshima. Donc je disais, il serait temps que... Et après, on m'a dit, ah oui, mais alors c'est le rapport Kinsey, tu es un vendu, je sais pas quoi. Il me parlait d'un truc que je ne connaissais même pas, des directives de l'OMS, de je sais pas quoi, qui veut pervertir nos enfants en leur montrant du porno. C'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est de dire, on n'a pas à laisser Pornhub faire l'éducation sexuelle de nos gosses. Voilà. Ok, alors on se félicite beaucoup en France, dans les milieux bien pensants, à la télévision, sur les mainstreams, de la victoire démocrate aux États-Unis. Même si, et ça tu dois en savoir quelque chose quand même, il y a des relents également nauséabonds, je dirais, qui existent de leur côté, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors tu me parles sans doute de l'affaire Hunter. Eh oui, entre autres. Le fameux Hunter, le fils maudit de Biden. Eh ouais, entre autres. Qu'est-ce que tu peux dire sur François là-dessus ce soir? Bah écoute, au travers de l'affaire Epstein, on a découvert ce qu'on savait déjà d'ailleurs en réalité, qui étaient des rumeurs, mais un peu plus que des rumeurs concernant Bill Clinton, sa femme Hillary. Alors de là à me précipiter, moi tu vois par exemple l'affaire du Pizzagate là, dont on a beaucoup parlé, moi j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas, je pense que c'est un truc qui est monté. En revanche, que Clinton ait été un amateur de chair fraîche, soit allé consommer joyeusement, puisqu'il a pris 22 fois l'avion, le fameux avion de Epstein qui allait dans la Little St. James, Lovely, non pas Lovely, je sais plus comment ça s'appelle, Lolita Express, voilà. Là, effectivement, le camp démocrate, n'a pas brillé par sa morale, sa moralité. Tu vois, bon après, Trump a aussi 2-3 casseroles à ce niveau-là. Hein. Il y a des accusations de viol, il s'est vanté d'attraper les femmes par la chatte. C'est quand même moyen. Je dirais qu'il n'y a pas de bons, mais comme souvent dans la vie, il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a les méchants et les méchants. Bon, il nous reste 3 minutes. Alors, mes 3 dernières questions. La première, c'est pourquoi, et c'est une des questions récurrentes, pourquoi on ne te voit pas plus davantage aujourd'hui à la télévision, alors que tu étais vraiment un journaliste vedette il y a encore très très peu de temps. Tu le restes à mes yeux, mais bon. Mais écoute, je te dirais que j'en souffre pas beaucoup. En réalité, je pense que je me suis carbonisé littéralement avec l'affaire Allègre-Baudis, mais en même temps, j'ai absolument aucun regret, parce que c'était juste une sorte de prescience de ce qui arrive aujourd'hui. Cette affaire, c'était l'histoire d'un réseau dans lequel il y avait de la pédophilie, puisqu'il y avait même des témoignages de gens qui ont vu des enfants dans ces fameuses maisons où il y avait les soirées orgiaques qui dégénéraient. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ces trucs-là, les gens sont détendus, ils boivent un peu, et on fume un petit joint, ils prennent un peu de coke, et puis à un moment, on leur met dans les pattes des créatures, mais ils ne savent pas quel âge ont ces créatures, et ils ne savent pas si ce sont pas des enfants qui ont été enlevés ou si c'est pas des fugueuses qui se retrouvent là, et ainsi de suite. Et après, ils sont tenus évidemment par les couilles, si j'ose dire, parce qu'il y a des photos, des films qui ont été faits. C'est comme ça que ça marchait aussi, le réseau Epstein. Et c'est la même chose, l'affaire de Dutroux aussi est une escroquerie. On nous a dit prédateur isolé, pas du tout. Et il travaillait évidemment, tu avais la moitié du royaume de Belgique, des notables qui venaient, ils faisaient des chasses à courre avec des enfants nus, on rêve quoi. Donc si tu veux, et après, à un moment on lui a expliqué, si tu veux faire juste 20 ans de prison, tu dis que t'étais tout seul avec ta femme, et puis un copain il dit j'étais tout seul, et maintenant il veut sortir, et il essaye de dire la vérité, il essaye de dire il y avait un réseau, mais maintenant évidemment ils veulent plus l'écouter. Mais tout ça va sortir, parce que tout ça est en train de s'effondrer, on pensait même pas le vivre de notre vivant, mais ça va vite, et tout d'un coup, tout est en train de se retourner, et la vérité est en train d'arriver. Donc c'est merveilleux. Mais Karl, toi qui as organisé les plus belles soirées parisiennes, il n'y a jamais eu ce type d'association dans aucune de tes soirées, en tout cas les soirées, pas les tiennes, celles que tu as organisées, mais en tous les cas celles auxquelles tu as participé. Tu as vu ça de tes yeux vus ou pas? Écoute, à chaque fois que Ardisson m'a proposé d'aller aux Chandelles ou j'ai toujours refusé, c'est pas du tout mon truc. Et dans les soirées que j'ai pu organiser dans le cadre du vrai journal où on invitait des politiques, il y avait jamais, on faisait pas venir un troupeau de prostituées pour, tu vois, tout ça était tout à fait bon enfant, et moi perso, j'ai jamais vu. Par contre, j'ai eu les récits, parce qu'il y a quelques copains qui sont dans la télé, qui m'ont raconté comment ça se passait, et qui m'ont dit aussi les noms des gens qu'ils voyaient passer dans ce genre de soirée. D'accord, encore 2 questions extrêmement rapides. La première, c'est que
tu veux pas t'exprimer sur le Covid là aujourd'hui, alors qu'on te sait en confinement, on te sait un peu à l'écart de tout, Oui, comme tous les on te Français. sait très remonté aujourd'hui quand même, il faut le dire. Si tu veux pas le dire, moi je le dis à ta place. Mais tu ne Non, veux pas en parler. Pourquoi tu veux pas en parler? C'est pas ça. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas courir deux lièvres à la fois et que moi déjà le lièvre derrière lequel je cours et à qui je veux tordre le cou, c'est celui de la pédocriminalité. Donc, si je commence à dire j'adore le professeur Raoult et je prends de l'hydroxychloroquine, ça n'a plus de sens. Tout se mélange. Donc, je préfère ne pas m'exprimer là-dessus. En même temps, comme tout bon français, je suis l'actualité et je ricane à peu près tous les jours. D'ailleurs, je ne la suis plus parce que quand je regarde les médias le soir, je peux plus, quoi. Je peux plus. Alors ça, Je peux plus, donc je coupe, c'était effectivement je regarde autre chose. ma dernière question. Quand tu vois effectivement les journaux télé aujourd'hui, notamment en boucle, qui tournent en boucle là aujourd'hui, tu dois être révolté, quoi. Tu dois dégueuler, non? Mais souviens-toi que j'étais déjà révolté à l'époque du Vrai Journal et que j'ai fondé ce Vrai Journal sur Canal+ pour ça, en disant, on l'appelait pourquoi le Vrai Journal? Parce que nous, au moins, on va vous faire un vrai journal. Les autres, sous-entendu, les autres faisaient le faux. Eh ben, ils continuent. Voilà, c'est tout. Bah écoute, merci infiniment en tous les cas d'être venu sur ce Merci, plateau Richard. de François. Un petit mot sur François. Ça te rappelle quoi, François? François, pour moi, ça évoque ce qu'on m'expliquait qui avait été le grand journalisme dans les années 50. Donc il y avait l'ombre de Pierre Lazareff qui avait ses lunettes comme ça, il les mettait sur sa tête comme ça, et qui allait parler aux petits gars, leur expliquer la vie. Et les petits gars à qui il parlait étaient les mêmes mecs qu'après j'ai retrouvés, je sais pas, dans d'autres médias, style Paris Match et tout, qui avaient grandi, qui étaient devenus chefs à leur tour. Et donc c'est une grande école du journalisme, François. C'est une estampille. Merci infiniment, Karl, d'être venu sur ce plateau du défi de la vérité de François. Merci infiniment à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis en nombre pour cette émission. N'hésitez pas à envoyer donc toutes vos réactions et on les communiquera à Karl en personne. Merci et à bientôt. Salut! Au revoir, Richard.